Pendant des années, on a entretenu une idée très rassurante, celle selon laquelle l'amour serait toujours possible quel que soit l'âge, comme si le temps n'avait aucune prise sur notre manière d'aimer. Cette idée n'est pas totalement fausse, mais elle est profondément incomplète. Ce que l'on oublie souvent, c'est que notre façon d'entrer en relation dépend directement de notre histoire biologique, émotionnelle et relationnelle, et qu'à partir d'un certain âge, ces dimensions ne fonctionnent plus comme avant. Ce décalage entre le discours social et la réalité psychique crée beaucoup de souffrance, car il pousse des personnes à s'engager dans des relations en pensant revivre quelque chose qui, en réalité, ne peut plus se déployer de la même manière. Lorsqu'on arrive autour de la quarantaine ou au-delà, on ne vient plus dans une relation avec un esprit vierge. On arrive avec un système nerveux qui a appris, parfois durement, comment se protéger, comment éviter la douleur, comment maintenir un équilibre interne. C'est pas une question de pessimisme ou de fermeture affective, c'est une question d'adaptation. Le cerveau humain est façonné par l'expérience et au fil des années, il privilégie de plus en plus la sécurité plutôt que la nouveauté. Cela change profondément la manière dont on vit la proximité, l'intimité et le compromis. Beaucoup de personnes me disent être surprises par leur propre réaction lorsqu'elles entament une nouvelle relation à cet âge. Sur le plan conscient, tout semble aller bien, l'autre est intéressant, la relation paraît stable, les intentions sont sincères. Pourtant, dans le corps et dans l'esprit, quelque chose se tend. Apparaissent alors des signes que l'on ne relie pas immédiatement à la relation. Un sommeil plus léger, une irritabilité inhabituelle, une fatigue persistante, parfois même une anxiété diffuse. Ces signaux ne sont pas des caprices, ils traduisent une difficulté d'adaptation profonde. Avec les années, notre cerveau a consolidé des circuits très stables. Il a appris des rythmes, des habitudes, des façons précises de se réguler émotionnellement. Lorsque ces équilibres sont bousculés, même par quelque chose que l'on désire, le système nerveux peut réagir comme face à une menace. Ce mécanisme est ancien, presque archaïque. Ce qui perturbe un équilibre établi est perçu comme potentiellement dangereux. À cet âge, aimer ne signifie plus seulement s'ouvrir, cela signifie aussi renoncer à certaines sécurités intérieures. Et ce renoncement a un coût. C'est là que naît l'un des grands malentendus des relations tardives. On croit encore que la bonne volonté, l'affection ou la patience suffiront à dépasser toutes les différences. Cette croyance fonctionne mieux quand le cerveau est encore très malléable. Plus tard, elle peut devenir une source de tension permanente, non pas parce que l'amour manque, mais parce que les capacités d'adaptation ont changé. Ignorer cette réalité conduit souvent à une lutte silencieuse. Une partie de soi veut la relation, tandis qu'une autre cherche désespérément à préserver son équilibre interne. À ce stade de la vie, il est essentiel de comprendre que notre monde émotionnel ne se construit plus, il est déjà construit. Avec les années, chacun développe ce que l'on peut appeler des schémas émotionnels profonds. Ce sont des façons automatiques de ressentir, d'interpréter et de réagir aux situations relationnelles. Ils ne relèvent pas de la volonté consciente, ils sont le résultat d'années d'expérience, de liens, de ruptures, de blessures parfois anciennes, parfois oubliées, mais toujours actives. Lorsque deux personnes se rencontrent plus tardivement, elles ne mettent pas seulement en commun leurs goûts, leurs projets ou leurs valeurs. Elles mettent en contact deux systèmes de régulation émotionnelle déjà très organisés, et c'est souvent là que les difficultés apparaissent. Non pas dans les grands désaccords visibles, mais dans les micro-ajustements du quotidien. La manière de gérer le stress, le besoin de solitude ou de contact, le rapport au silence, à la parole, à l'imprévu, ces éléments
semble secondaire, mais il détermine en réalité la qualité de la relation. Prenons un exemple simple. Certaines personnes ont appris au fil des années que le calme intérieur passe par le retrait, la solitude, un environnement prévisible. Leur système nerveux se régule dans le silence et la stabilité. D'autres, au contraire, se calment par l'échange, le mouvement, la stimulation relationnelle. Elles ont besoin de parler, de partager, de verbaliser pour retrouver un équilibre. Lorsque ces deux modes de fonctionnement se rencontrent, chacun cherche naturellement à se réguler, mais en le faisant, il déséquilibre l'autre. Ce n'est ni de la mauvaise volonté, ni un manque d'amour. C'est une incompatibilité de rythme interne. À cet âge, tenter de modifier en profondeur ces mécanismes peut être extrêmement coûteux sur le plan psychique. Le cerveau n'aime pas être contraint à fonctionner à l'inverse de ce qu'il a appris pendant des décennies. Pour forcer un système de régulation émotionnelle à changer durablement peut conduire à une sensation de perte d'identité. Certaines personnes décrivent cela très clairement. Elles disent ne plus se reconnaître, avoir l'impression de jouer un rôle, de se trahir pour maintenir la relation. Ce malaise n'est pas anodin. Il indique que l'adaptation demandée dépasse ce que le psychisme peut supporter sans se fragiliser. C'est souvent à ce moment-là qu'apparaît une illusion très répandue, celle du temps à rattraper. L'idée que, parce que les années passent, il faudrait absolument être en couple, ne pas rester seul, ne pas perdre ce qu'on imagine être les dernières opportunités affectives. Cette pression temporelle altère profondément le discernement. Elle pousse à minimiser les signaux d'alerte, à rationaliser l'inconfort, à accepter des compromis qui, plus tôt dans la vie, auraient semblé inacceptables. Le temps n'est alors plus vécu comme une ressource de qualité, mais comme une menace. Lorsque cette peur du temps s'installe, elle modifie profondément la manière dont on évalue une relation. On ne se demande plus si la relation nous nourrit réellement, mais si elle permet d'éviter une forme de vide. À ce moment-là, le lien n'est plus fondé sur une rencontre authentique, mais sur une fonction de protection. La relation devient un rempart contre la solitude, contre l'angoisse de l'avenir, contre l'idée du vieillissement. Ce déplacement est très subtil et pourtant il change tout, car une relation construite pour calmer une peur finit presque toujours par en créer de nouvelles. Beaucoup de personnes confondent alors la présence avec la connexion. Être accompagné donne l'illusion d'un lien, mais la véritable connexion repose sur une compatibilité profonde des fonctionnements émotionnels. Quand cette compatibilité est absente, la relation demande un effort constant, on tolère ce qui dérange, on s'habitue à l'inconfort, on se convainc que c'est normal, que toutes les relations sont difficiles, mais à cet âge, le corps et le psychisme ne disposent plus de la même capacité de récupération qu'auparavant. Ce qui était supportable autrefois devient épuisant. Une relation qui génère un stress chronique finit par imprégner toute l'existence. Elle altère le sommeil, fragilise la concentration, réduit l'élan vital. Progressivement, la personne se replie, abandonne des activités qui lui faisaient du bien, s'éloigne parfois de ses relations amicales. Le monde se rétrécit autour du couple et de ses tensions. Ce processus est souvent lent, presque invisible, mais ses effets sont profonds. Le système nerveux, exposé durablement à un climat relationnel instable, reste en état d'alerte. À long terme, cela use les ressources psychiques et physiques. Il faut aussi comprendre qu'à cet âge, se remettre d'une relation délétère est plus difficile. Les capacités de résilience existent toujours, mais elles sont moins spontanées. Le réseau de soutien peut être plus restreint, l'énergie disponible pour reconstruire une vie affective plus limitée. C'est pour cette raison que les choix relationnels tardifs ont un impact disproportionné.
Ils engagent non seulement le présent, mais aussi la qualité des années à venir. Une relation inadéquate ne fait pas que voler du temps. Elle consomme de l'énergie qui pourrait être investie ailleurs. Un autre piège fréquent consiste à croire que l'expérience accumulée garantit une meilleure maturité relationnelle. En réalité, sans travail conscient sur soi, les anciens schémas ont tendance à se renforcer avec l'âge. Sous l'effet de l'attachement et du stress affectif, le cerveau active des automatismes anciens. Ceux qui avaient tendance à contrôler deviennent plus contrôlants. Ceux qui craignaient l'abandon deviennent plus dépendants. Ceux qui évitaient l'intimité la fuient davantage encore. Il ne s'agit pas d'un échec personnel, mais d'un fonctionnement prévisible du psychisme lorsque les blessures n'ont pas été élaborées. On entend souvent des personnes dire qu'elles ne comprennent pas pourquoi les mêmes scénarios se répètent, malgré les années et les apprentissages. La raison est simple. Comprendre intellectuellement ne suffit pas à transformer les mécanismes émotionnels profonds. Ces mécanismes ne changent que lorsqu'ils sont reconnus, travaillés et progressivement réorganisés. Sans cela, la relation devient une répétition amplifiée du passé et non une nouvelle étape. Il y a un autre élément souvent sous-estimé dans les relations après la quarantaine. Et pourtant, il joue un rôle central, les transformations biologiques. Avec le temps, les équilibres hormonaux évoluent et ces changements influencent directement la régulation émotionnelle, la tolérance au stress et la capacité d'adaptation. Cela ne signifie pas que l'on devient incapable d'aimer, mais que l'on devient plus sensible à ce qui perturbe l'équilibre interne. Des comportements autrefois anodins peuvent devenir envahissants et des tensions mineures peuvent prendre une ampleur disproportionnée chez certaines personnes. La fatigue émotionnelle s'installe plus rapidement. La patience diminue, la capacité à absorber les conflits aussi. Ce qui change surtout, c'est le seuil de tolérance. Le système nerveux devient plus exigeant en matière de stabilité. Cela explique pourquoi des couples qui auraient pu fonctionner à une autre période de la vie se heurtent plus tard à des incompatibilités difficiles à dépasser. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une adaptation à une nouvelle réalité biologique et psychique. Former une nouvelle relation à ce moment de la vie demande donc un effort d'ajustement particulièrement intense. Il faut apprendre à connaître l'autre tout en gérant une capacité d'adaptation réduite. Cette double contrainte est épuisante. Beaucoup de personnes sous-estiment également le coût d'opportunité d'une relation inadaptée. Chaque année investie dans un lien qui génère plus de tension que de bien-être est une année soustraite à d'autres dimensions essentielles de l'existence. À cet âge, les ressources sont précieuses, le temps, l'énergie, la clarté mentale. Il existe pourtant une multitude d'expériences profondément nourrissantes en dehors du cadre du couple. Des relations amicales stables, des projets personnels longtemps différés, une attention accrue à la santé, à la créativité, au sens lorsqu'une relation devient trop envahissante ou conflictuelle, elle monopolise ses ressources, toute l'énergie psychique est absorbée par la tentative de maintenir un équilibre fragile. Le reste de la vie passe au second plan, parfois sans que l'on s'en rende compte. La pression sociale vient souvent renforcer cette dynamique. L'entourage projette ses propres peurs et ses propres normes. L'idée qu'être seul serait un échec, qu'une vie accomplie passerait nécessairement par le couple. Cette pression peut pousser à s'engager dans des relations qui ne résonnent pas profondément. On se persuade que l'autre est une bonne personne, que l'on devrait être reconnaissant, que l'inconfort finira par disparaître. Mais le psychisme ne se nourrit pas de raisonnement, il se nourrit de cohérence interne. Lorsque l'on commence
à devoir ajuster constamment sa personnalité pour éviter les conflits, lorsque le sommeil se dérègle, lorsque l'élan vital diminue, le corps envoie des messages clairs. Ces signaux ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des informations à écouter. À cet âge, ignorer ces messages revient à s'éloigner progressivement de soi-même. Lorsqu'on arrive à cette période de la vie, une confusion revient sans cesse, celle qui associe la solitude à un échec personnel. Cette idée est profondément ancrée, mais elle ne correspond pas à la réalité psychique. La solitude n'est pas en soi pathologique. Ce qui devient délétère, c'est une solitude subie, non choisie, vécue comme une exclusion. À l'inverse, une solitude consciente peut devenir un espace de réparation, de régulation et de stabilité intérieure. Elle permet au système nerveux de retrouver un rythme cohérent, sans ajustement forcé, sans conflit latent. Beaucoup découvrent alors une qualité de présence à eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, sans la nécessité constante de s'adapter à l'autre. L'énergie psychique se réorganise. Les émotions deviennent plus lisibles, les besoins plus clairs. On cesse de négocier son identité au quotidien. Cette clarté intérieure n'isole pas du monde, elle permet au contraire des relations plus justes, plus choisies, moins dépendantes. La relation n'est plus un refuge contre l'angoisse, mais un espace de partage possible. Dans ce contexte, une relation amoureuse n'est pas exclue, mais elle change de statut. Elle ne vient plus combler un vide ni réparer une blessure. Elle vient s'ajouter à une vie déjà structurée. Cela suppose que chacun ait traversé un véritable travail de compréhension de ses propres fonctionnements émotionnels. Il ne s'agit pas de perfection, mais de lucidité. Savoir reconnaître ce qui nous apaise, ce qui nous désorganise, ce que l'on peut partager et ce que l'on ne peut plus sacrifier. À cet âge, tenter de se transformer pour préserver une relation conduit presque toujours à un épuisement progressif. Le psychisme ne dispose plus de la même plasticité pour supporter une adaptation permanente. Une relation saine s'inscrit dans une continuité naturelle avec ce que l'on est devenu. Elle ne demande pas de se renier ni de se suradapter. Lorsqu'elle cesse d'être nourrissante, la capacité à s'en détacher sans violence devient un indicateur de maturité émotionnelle. Finalement, la question essentielle n'est pas d'être accompagné ou non, mais de savoir si la relation soutient l'équilibre interne ou le fragilise. Après 40 ou 50 ans, choisir la qualité plutôt que la conformité, la cohérence plutôt que la peur, devient une nécessité psychique. Une vie alignée crée les conditions d'un lien juste. Et en l'absence de ce lien, cette vie reste pleinement valable, riche et structurée. Ce changement de perspective demande souvent de déconstruire des injonctions très anciennes. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris que la valeur personnelle passait par le regard de l'autre, par la capacité à être choisi, désiré, accompagné. Avec le temps, ces croyances s'inscrivent profondément dans l'identité. Les remettre en question peut provoquer un sentiment d'insécurité, parfois même de culpabilité. Pourtant, à cet âge de la vie, continuer à s'évaluer à travers ces critères devient une source de tension permanente. Le psychisme mûr recherche avant tout la stabilité. Il privilégie les environnements relationnels prévisibles, cohérents, émotionnellement sécurisants. Cela explique pourquoi certaines personnes se sentent paradoxalement plus en paix seules qu'en couple. Cette paix n'est pas un renoncement, mais le signe que le système nerveux n'est plus constamment sollicité par des ajustements excessifs. Elle permet une disponibilité nouvelle pour d'autres formes de liens, souvent plus durables et plus équilibrées. Il est également important de comprendre que l'attachement évolue avec l'âge. Les formes d'attachement anxieux ou évitant, si elles n'ont pas été travaillées, tendent à se rigidifier. Ce n'est pas une fatalité, mais une réalité clinique fréquente. Sans prise de conscience,
les relations tardives risquent de réactiver des dynamiques anciennes avec une intensité accrue. Le besoin de contrôle, la peur de l'abandon ou la distance émotionnelle deviennent alors plus visibles, plus difficiles à réguler. C'est pour cette raison que le travail sur soi n'est pas un luxe à ce stade, mais une condition de protection psychique. Apprendre à identifier ces mécanismes, à reconnaître ses limites, à accepter ce qui ne changera pas, permet de faire des choix plus ajustés. Cela évite de confondre désir et urgence, attachement et dépendance. Cette lucidité n'éteint pas le lien, elle le rend plus sain. Progressivement, une autre forme de sécurité se construit. Elle ne dépend plus exclusivement d'un partenaire, mais d'un réseau relationnel diversifié, d'activités investies, d'un rapport plus stable à soi-même. Dans cet espace, la relation amoureuse cesse d'être un enjeu vital. Elle devient une possibilité parmi d'autres, et c'est précisément cette absence de pression qui la rend paradoxalement plus viable. Avec cette stabilité retrouvée, une transformation discrète mais profonde s'opère dans la manière d'entrer en relation. On ne cherche plus quelqu'un pour combler une absence, mais pour partager un espace déjà habité. Cela modifie radicalement la dynamique du lien. Les attentes deviennent plus réalistes, les projections moins envahissantes. Chacun arrive avec son histoire, ses limites, ses ressources, sans demander à l'autre de réparer ce qui n'a pas été résolu auparavant. Cette posture réduit considérablement les conflits inutiles. Dans ces conditions, la compatibilité ne se joue plus sur l'intensité émotionnelle, mais sur la capacité à cohabiter psychiquement. La question n'est plus de savoir si l'on ressent quelque chose de fort, mais si l'on peut rester soi-même dans la relation. Peut-on conserver ces rythmes, ces silences, ces besoins de retrait ou de proximité sans générer de tension permanente? Cette compatibilité subtile est souvent négligée, alors qu'elle constitue le socle des relations durables à cet âge. Il devient également plus facile de reconnaître rapidement les signaux d'inadéquation, non pas avec jugement ou rigidité, mais avec lucidité, lorsque le corps se tend, que le sommeil se dégrade, que l'irritabilité augmente, ces signes ne sont plus interprétés comme des obstacles à dépasser à tout prix. Ils sont perçus comme des indicateurs précieux. Cette écoute du corps et des émotions permet d'éviter des engagements prolongés dans des relations qui, à terme, fragiliseraient l'équilibre psychique. Ce positionnement demande du courage, car il va souvent à l'encontre des attentes sociales. Il suppose d'accepter de ne pas correspondre à certains modèles, de ne pas rassurer l'entourage, de ne pas répondre aux injonctions implicites. Mais ce courage est profondément protecteur. Il permet de préserver ce qui devient central avec l'âge, l'intégrité psychique, la continuité de soi, la cohérence intérieure. Dans cette perspective, la relation amoureuse cesse d'être un critère de réussite. Elle devient un choix conscient, réversible, inscrit dans une vie déjà pleine. Cette liberté intérieure transforme la manière d'aimer, elle rend possible un attachement plus serein, moins défensif, moins fusionnel. Aimer ne signifie plus se perdre, mais se rencontrer sans se dissoudre. Au fil du temps, cette manière d'habiter sa vie produit un effet paradoxal. Plus une personne se sent complète et alignée, moins elle ressent l'urgence de se lier et plus elle devient capable de relations justes. L'absence de dépendance affective crée un espace où la rencontre peut se faire sans pression. Il n'y a plus besoin de prouver, de séduire à tout prix, de maintenir artificiellement le lien. La relation peut évoluer naturellement ou s'arrêter sans que cela ne remette en cause l'identité. À cet âge, le véritable luxe relationnel n'est pas l'intensité mais la paix. Une relation qui apaise, qui n'oblige pas à se défendre, qui n'exige pas une vigilance constante, devient précieuse.
Cette paix n'est pas monotone, elle est structurante. Elle permet à chacun de déployer sa vitalité sans être entravé par des conflits chroniques ou des compromis incessants. Elle offre un terrain fertile pour un lien authentique. Il est important de souligner que cette approche n'exclut ni le désir ni la tendresse. Au contraire, lorsque la peur de la solitude n'est plus le moteur principal, le désir devient plus libre. Il n'est plus contaminé par l'angoisse de perdre ou de manquer. Il peut circuler sans pression, sans attente démesurée. Cette qualité de présence transforme la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou simplement humaine. En définitive, cette période de la vie invite à un déplacement fondamental. Il ne s'agit plus de chercher à remplir sa vie, mais de l'habiter pleinement. Ce déplacement change le rapport au temps, au lien, à soi-même. Il permet de reconnaître que la valeur d'une existence ne se mesure pas au nombre de relations, mais à leur qualité et surtout à la qualité du lien que l'on entretient avec soi. Choisir ce chemin demande parfois de renoncer à certaines illusions, mais il ouvre un espace de liberté intérieure rare. Une liberté où l'on cesse de se trahir pour être accompagné, où l'on accepte de marcher seul lorsque cela est plus juste, et où l'on devient réellement disponible pour une rencontre qui respecte ce que l'on est devenu.